Salut Joselito. Salut Philippe. Est-ce est-ce qu'on Qu'est-ce que t'as commence cet foutu cette semaine? épisode? Cette semaine, je me suis battu pendant près d'une heure avec Riverside pour le citer. Et voilà, et j'ai Philippe qui m'appelle. Non, ça va pas fonctionner. Je peux pas faire ça. Allez, je veux te voir. Oui, je te vois pas là. Ben oui, mais je sais pas comment tu peux me voir. Et là, et là. Attends 2 secondes, ma caméra. Attends 2 secondes, ça a coupé. Donc grâce à Riverside, mesdames, messieurs, on peut enregistrer même si on ne se voit pas. Comme ça, on a la qualité locale. Mais par contre, on peut résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Des problèmes qu'on n'aurait pas eu sans Riverside. Bon, maintenant, je vois Joselito sur mon téléphone. Voilà. C'est pas mal. On voit Philippe et on a la caméra en face. Je pourrais Et, regarder de temps en temps pour te voir, puis je me regarde en attendant. et puis on vient de Bon, on passer. parle de quoi aujourd'hui? Écoute, en ce moment, il y a un truc, ça va être. J'ai un vrai sujet là sur le coup. On est à l'heure où on enregistre cet épisode, on est au début du mois d'octobre. Pour celles et ceux qui ont commencé à s'intéresser à Vitio, il y a un vrai truc de se dire ah ouais, mais là, la fin de l'année, c'est maintenant. Donc, on peut quand même affirmer plus ou moins que on connaît aujourd'hui nos objectifs. Enfin, on sait si on va atteindre ou pas nos objectifs à cette date, d'une façon ou d'une autre. Et donc, on prépare 2024. Je sais, on pronom imbécile qui définit celui qui l'emploie. Beaucoup de directrices et directeurs marketing dans des entreprises sont en train de travailler sur les budgets 2024. Et On contre toute mettra des liens en attente, dessous vers toutes nos on mettra vidéos des liens en budget. dessous. Donc, il y a un gros sujet budget en ce moment. Il y a des arbitrages qui se font. Alors, est-ce qu'il faut partir sur un budget à zéro et on repart de zéro? Est-ce qu'on prend le budget de l'année dernière? Alors, j'ai eu le post là ce week-end sur faut-il augmenter ou diminuer son budget marketing? Ça m'a fait beaucoup rire. Ni l'un J'ai ni bu une l'autre, bière. bien au contraire. J'ai bu une bière à la santé de ceux qui pensent qu'il faut diminuer leur budget marketing en ce moment. Ça m'a Je fait pense que tu as toujours sourire. raison. Et et par contre, en fait, ça m'a emmené à ce sujet d'organisation. Mhm. C'est bien que tu parles d'arbitrage en plus, parce que c'est le rôle du directeur marketing et OK. des marketeurs en général, Et, des gens et, qui et font des, de la stratégie. OK. Et un Mais dilemme qui est un arbitrage qui est permanent, c'est celui entre explorer et exploiter. On va en parler après. ça m'intéresse parce que et alors ça m'intéresse parce que derrière ce que je vois en ce moment dans les échanges que je peux avoir et ils sont nombreux. Hein, c'est une période l'automne où les feuilles tombent et les illusions avec pour beaucoup. Résultat des courses, on commence à se mettre à bosser pour de vrai et on commence à essayer de se poser les bonnes questions. Et résultat des courses, enfin, ce budget, pour moi, si tu décorrèles la conversation autour du budget de ton organisation, je sais pas comment ça marche en fait. Or, j'entends, ouais, mais j'ai X milliers, centaines de milliers, voire millions d'euros à disposition, et puis j'ai une équipe comme ça. Et, et je retombe sur des conversations qu'on a déjà eues tous les deux de internaliser, externaliser, est-ce que je recrute, est-ce que je recrute pas, et qui bosse dans ma boîte, qui bosse pas. Hmm. Contre toute attente, je trouve ça étrange d'arriver par la porte du marketing et de ne pas me faire sortir par la fenêtre des RH, alors que finalement, je me retrouve dans une posture où je commence à avoir des discussions sur comment je recrute, quel recrutement de sales, comment est fait mon équipe de dev. Mhm. Pour certaines organisations, c'est Et le ouais, produit mais aussi, pour pas mal de boîtes, donc voilà, du on vient à produit, des des questions produits. devs. Alors c'est très bien, je trouve que ça place le marketing au bon endroit, en plein milieu. Et, euh, et Unificator, on mettra également le lien en dessous. donc McKinsey voilà, nous j'aimerais parlait bien du qu'on prenne un marketeur temps pour parler de unificator. ça. Et tu m'as parlé d'explorateur et parce que ton idée m'intéresse là. Hop. Exploitation, exploration, qui est Exploitation, exploration, vas-y, je t'écoute. alors, Lance. on en parle de dilemme, on peut parler de paradigme, on peut parler de framework. C'est un dilemme Hmm. bien connu dans divers domaines. Alors, en prise de décision déjà, également en biologie, parce que les animaux font face à ce même dilemme. Et en parapente, on en parlera aussi. Et maintenant, en intelligence artificielle, c'est assez courant de se poser la question donc il y a des algorithmes spécifiques pour gérer ce dilemme exploration-exploitation. Donc c'est ce Ok. que tu peux imaginer, hein, tout simplement.
Alors, tu peux imaginer n'importe quel système, entre guillemets, vivant ou pseudo-vivant, intelligence artificielle ou organisme biologique, comme quelque chose qui va répondre à 2 signaux principaux, une fonction de gain, une fonction de perte. Donc ta fonction de gain, c'est t'as bien mangé, t'es content, ou d'autres activités qui rendent un mammifère content. Et la fonction de perte, bah, c'est t'as mal. T'as mal, t'as faim. Ou t'es vexé. Donc, par exemple, quand tu t'entraînes, tu sais, dans l'intelligence artificielle, on parle de reinforcement learning, entraînement par apprentissage par renforcement. On parle souvent de renforcement positif, négatif quand on parle d'éducation d'un animal ou d'un être humain. Tu connais ces termes. Bah c'est ça, le bâton et la carotte. Ok, cool. Fonction de gain, fonction de perte. Comment ça va? Donc, ton système ensuite doit décider comment il approche les choses. Et il y a 2 approches fondamentales qui sont l'exploration et l'exploitation. Et c'est exactement ce à quoi tu peux penser, c'est-à-dire, est-ce que je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou est-ce que je bouffe toute l'herbe qu'il y a ici? Le plus vite possible. Ok. Et bien ras. Ouais. Et tu peux voir que l'un implique un peu l'autre à long terme. Parce qu'une fois que tu as bouffé toute l'herbe, il faut aller explorer. Tu auras faim et il va te falloir d'autres herbes. Et ce sera peut-être trop tard pour aller voir ailleurs s'il y a de la meilleure herbe. Yes. Tu vois, exploiter pour exploiter, tu vois, la surexploitation, c'est un des risques dans ce dilemme, c'est de surexploiter. Mais tu peux aussi aller explorer, et jamais bouffer, tu fais pas de gras. Ça peut aussi poser problème, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les fondateurs qui sont plutôt des gens en mode exploration. Alors, t'as différents types de fondateurs. T'as le fondateur visionnaire qui aime bien explorer, tester des trucs. Puis t'as juste les gens qui aiment bien le business pour le business, qui sont des très bons opérateurs. Et donc, si t'es plutôt du genre à papillonner, tu peux avoir des difficultés à abattre du boulot, quoi. Donc c'est un dilemme qui est assez courant et qu'on retrouve en organisation. Et alors, je préparais ce podcast et le sujet du dilemme, et comme par hasard, je fais un VTO après avec un fondateur qui a une boîte qui a bien grossi, qui approche des 10 personnes, plusieurs millions, etc. Et ben, il a exactement ce problème, parce qu'il veut tester des nouvelles choses, veut lancer des nouvelles choses, mais souvent ça peut s'avérer ralentir les ressources qui sont censées faire de l'exploitation, et parce qu'il n'a pas vraiment découpé et priorisé et dosé ces ressources entre l'exploitation et l'exploration, bah, ça crée des difficultés au niveau de l'exploitation et une exploration qui n'est pas satisfaisante non plus. Donc c'est une bonne façon de regarder les problèmes auxquels on fait face. On peut parler de parapente. Alors, avant que tu parles de parapente, je prends une seconde juste pour tout de suite, parce que finalement, intuitivement, je suis dans le truc où je me dis, consacrer N%, on est en train de faire les budgets marketing, très bien. Et mon propos est de dire, le sujet peut-être pas diminuer ou augmenter, mais c'est de dire, bah, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'exploitation? Bah, vous savez que tous les ans, il y a des salons, des RP, de la pub, il y a des trucs qu'on fait régulièrement. Faites-les, continuez à les faire. Voilà. Et par contre, alors, faites-le si c'est vraiment des choses qui produisent. Donc, alors, je vais même pas encore à ça. Mais Philippe, pas selon vos habitudes. Faites-le si vous savez que ça marche. Je vais même pas là-dedans. Je me dis, ok, tu me dis que tu as besoin de faire tes 5 salons par an parce que c'est une question de notoriété, que si t'es pas présent sur ce salon-là, tes concurrents vont penser que tu es en train de crever. Très bien, fais ton salon. Ça produit quelque chose qui te semble utile. Tu fais des RP, tu as l'habitude, t'aimes bien, ton président il kiffe passer sur BFM. Tu sais quoi? Fais kiffer ton président, c'est important. Comment? BFM, c'est des RP, je pensais qu'il fallait payer. Bien sûr qu'il faut payer BFM. Du coup, c'est pas des RP. Parce que tu les payes pas tes RP, toi? Tu payes pas ton agence de RP, tu leur donnes pas. RP, tu payes pas BFM. Alors, pas la même chose. Agence de RP, tu payes l'agence. Tu payes les deux. Tu payes la. Non, c'est de la pub alors. Non, pardon. Tu payes les deux, c'est de la pub. Tu payes ton agence de RP pour qu'elle te prenne des slots, des bons slots dans BFM, et tu vas aussi payer BFM, by the way. Donc, bien souvent,
tu raques, on est d'accord, mais tu raques à tous les étages. Tu te fais tailler, c'est Gillette, il y a 3 lames qui passent sur toi. J'ai rien contre, mais c'est pas des RP. T'as raison, t'as raison. Donc tu as ça, tu fais ta pub parce que t'es habitué, tu dis à minima, je fais de la pub sur mon nom parce qu'il faut que je fasse de la pub sur mon nom. Et j'ai coutume de dire, consacrer une partie du budget à expérimenter, à explorer, à aller tester des trucs que vous avez jamais fait. Mais faites-le consciemment, le faites pas de manière opportuniste. En disant tiens, j'ai discuté avec un gars, c'était super sympa, il m'a proposé un truc, tiens, je vais claquer un budget puis je vais le sortir maintenant en plein milieu de nulle part. Exactement, mais 1000 fois. Anticipe-le dès le départ. Ça. Au mois d'octobre, dis 30%. Et sinon, tu tombes sur un bon vendeur, tu claques un budget que tu n'avais pas prévu sur une refonte, sur un photoshoot hors de prix, etc. Parce que ça avait l'air bien, parce que c'était la tendance du moment. Mais t'as pas mis en place de process, et success is a process, not an event, comme d'hab. Et donc c'est ça, il faut juste faire cette allocation. Alors après, on peut passer plus de temps dessus. Combien on alloue à chaque? Et bah ça dépend des domaines en fait. On va rentrer là-dedans. Mais ouais, 1000 fois d'accord avec ta solution. T'es tout figé? Ah bah non. Juste non, je suis tout oui. 1000 fois d'accord avec ta solution. Il faut, enfin, ça passe par une allocation préalable et pas se laisser surprendre, pas se laisser embarquer, être vraiment délibéré là-dedans et pas hésiter à changer, mais changer de façon délibérée également. Et comme on disait tout à l'heure, bon, tu me dis même pas besoin d'être data-driven, mais idéalement, le faites pas non plus par habitude. Qu'est-ce qui est vraiment de l'exploitation? Qu'est-ce qui, tu mets 1, ça fait 3. Et il faut vraiment prendre ça en compte dans son process d'allocation. Bah, tu sais, il y a un truc, hein, je vais digresser une minute, mais ça m'a fait rire de est-ce qu'il faut diminuer le budget marketing? Et je me dis, mais en fait, c'est quoi pour toi le marketing? Parce que si c'est de la croissance, si par exemple, bête et méchant, on est en B2B, le marketing, c'est pour faire de la génération de leads. OK. Donc, quand tu sais qu'aujourd'hui, la publicité coûte de plus en plus cher, que les coûts d'acquisition client, le CAC, augmentent, bah, diminuer le budget marketing, c'est tout de suite accepter de diminuer sa croissance, en fait. Et pour moi, c'est antinomique. Tu peux pas dire je suis dans une entreprise et je vais diminuer la croissance. C'est bizarre de faire ce genre de truc. C'est comme si tu es adolescent, tu dis je veux rétrécir. Tout dépend parce que tu peux avoir un système de planification, de prévision, etc. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Soit tu as réussi à baisser ton CAC justement parce que tu as mis en place des investissements qui vont bien, type SEO, communauté, marque, etc. Soit tu as prévu que tu allais avoir, tu as prédit que tu allais faire face à une récession, un retrait d'activité. Et là, tu sais que tu vas devoir gérer ta trésorerie, etc. Et tu peux, dans ces cas-là, tu déclares déjà ta défaite, mais parfois, il faut faire un repli stratégique. C'est la stratégie. Mais tu vois, c'est très intentionnel en fait, d'accord. Donc diminuer un budget marketing, c'est annoncer, le faire aujourd'hui, c'est annoncer en 2024 repli stratégique et nous prenons le risque que nos concurrents ne le fassent pas. Soit on a déjà gagné en efficacité, ou alors tu viens de flinguer un concurrent, tu as racheté ton concurrent, ou il vient de déposer le bilan, ou le marché vient de changer, et ça va pas forcément être mauvais pour toi, mais tu viens de réduire la concurrence de ton fait ou du fait d'une conjoncture. Et dans ce cas-là aussi, tu peux baisser ta dépense marketing parce que tu as prévu que tu pouvais atteindre tes objectifs sans dépenser autant ou plus. Ça peut arriver. Ok, très clair. Mais dans tous les cas, ça se fait. Autrement, je ne sais pas du tout ce que toi tu as vu. Alors c'était juste une question en fait. Est-ce qu'il faut augmenter ou baisser? Mais je me demande si c'était pas ça qu'ils avaient en tête. Est-ce qu'on va faire face à une année de récession? Non. Là, pourquoi il baisserait? On a moins d'argent que l'année dernière, donc on diminue le budget marketing. On a fait moins 5 et on diminue de 5 ou 10. Ah, parce que tu viens déjà de faire de la décroissance là pendant un an. Ouais. Donc ton marketing suit ton chiffre d'affaires. Ton marketing suit ton chiffre d'affaires. Pose la question autour de toi. Enfin, moi, en tout cas, dans les PME que j'accompagne, le marketing suit le chiffre d'affaires. On a fait plus, on dépense plus. On a fait moins, on dépense moins. Et c'est pas délibéré du tout. Corollaire, tous ceux qui ont fait plus feront plus.
Et tous Bah ceux qu'on ouais, fait moins gars, pour moins. tu vois ce que je veux dire? Tu dis, mais comment vous faites le truc, quoi? Et ça me fait Après, sourire. Je me dis, merde. tu peux pas non plus dépenser toujours plus. Enfin, alors si tu continues à croître, tant mieux, mais tu peux te poser la question de l'efficacité aussi. Donc peut-être que tu peux te dire, on a eu Oui. des gains d'efficacité, on a trouvé des nouveaux canaux qui marchent mieux. Et là, c'est de nouveau le cas du SEO. Je sais pas, t'as généré 1 million de clics supplémentaires en SEO qui sont plus ou moins bien qualifiés. Et bah peut-être que tu peux couper 200 000 clics sur ton SEA. Eh ben, dépense plus en exploration. Mazel tov, respect, gars. Super, Exactement, t'as bien exactement. bossé. Eh T'as de ben, l'argent en plus. t'as Voilà. de l'argent en plus, mets-le en exploration. Donc en gross marketing. Et donc c'est important, tu vois, d'avoir des process différents pour des choses qui sont récurrentes, planifiées, structurées, chiffrables, Hmm. relativement prédictibles. Et puis des choses exploratoires comme plutôt gross marketing, gross experiments. Et c'est pas mal que ça se reflète dans la structure de la boîte. Donc quand vous organisez votre boîte, voyez-le comme ça. Également, quand on a présenté, nous, Semtask, donc les assistants SEO, on a fait des épisodes sur les budgets SEO. On avait présenté cette logique des enveloppes en disant, bah, au moins, si vous avez de l'exploitation du paid, commencez à bâtir une future exploitation SEO. Donc avec cette phase exploratoire, Oui. mettez un petit budget exploratoire sur le SEO, mais c'est mieux que rien parce que vous allez commencer à avoir des données, vous allez commencer à tester des choses, vous allez commencer à bâtir un peu de jus, un peu de domain authority, etc. Et donc là, toute la conception même de Semtask était exactement celle-là, c'était de faire une pré-exploitation un petit peu exploratoire, donc c'est un peu à mi-chemin entre les deux, en parallèle de votre exploitation paid ou autre, du moins pour J'ai encore l'e-commerce. un problème, enfin, j'ai pas de problème, moi, mais avec de l'immaturité sur le marché, je retrouve encore en 2023, et ça me surprend toujours, cette volonté permanente de dire quand je ne sais pas faire quelque chose, je commence par recruter des gens. Alors qu'assez spontanément chez moi, c'est quand je ne sais pas faire Ouais, quelque chose, je prends des freelances seniors qui le font très très bien, très vite, et je travaille sur leur process. Putain, je vais au bout de cette oui. conversation, elle est très drôle. J'ai eu ce truc de, Parce que si tu prends les bonnes personnes, tu rentres direct en exploitation parfois, ou quasi. bah ouais, mais j'ai eu ce truc de, oui, mais comment je peux recruter un freelance senior qui finalement va m'expliquer comment le sortir de ma boîte? J'ai dit, vas-y, va au bout du raisonnement. Bah, en fait, si je prends un freelance, il est senior, il fait un truc, le truc se passe bien, et après, je vais lui demander à lui de quelque part rédiger la fiche de poste de la personne que maintenant je dois recruter. Je dis, bah ouais. Il dit, mais pourquoi il ferait ça? Bah parce qu'il est senior et puis qu'il a des tas de choses passionnantes à faire, en vrai. Et en fait, c'est comme si on recrutait un freelance avec le mindset d'un recrutement de salarié, tu vois. Alors que moi, je dis, tu sais, si je reste pas longtemps dans ta boîte et que j'ai super bien fait le job et que tu m'as très bien payé pour ça, je suis ravi et je passe à quelque chose d'autre, en fait. Je vais aller chercher d'autres expériences, etc., etc. Et il y a une espèce de sujet qui, parce qu'on parle beaucoup de freelancing ou autre, je vois des freelances qui s'incrustent dans les boîtes comme des salariés, avec des contrats annuels sur du récurrent sur des années et des années. Et ok, super, c'est chelou. Je vois des entreprises qui recrutent des freelances, mais avec le mindset d'un salarié. Donc, est-ce que tu vas mettre loyal, fidèle et longtemps? Bah non, pas forcément. En fait, c'est peut-être pas mon propos d'ailleurs. Tu devrais, après m'avoir recruté moi pendant 3 ou 6 mois, prendre des juniors. Puisque moi, je t'ai mis des process en place et j'ai l'impression qu'il en va des budgets, comme de la réflexion stratégique exploration versus exploitation, comme du recrutement et l'organisation des équipes autour de ça. Et je sais pas, tu vois, tu as l'impression qu'il faut, pardon, je le dis un peu de façon dispersée, mais c'est de dire, si tu as le mindset qui me fait délirer, moi j'aime beaucoup exploration, exploitation, ta façon de structurer un budget doit refléter ça et être intentionnel, exploration, exploitation. Et la façon dont tu structures ton équipe devrait dire exploitation des internes, exploration des externes, quasiment. Oui, et ça peut être aussi, alors on parlait de ça tout à l'heure, souvent c'est les fondateurs qui font le rôle d'exploration, s'ils ont Ouais. cette fibre, mais Mmh. ça demande à ce qu'ils standardisent l'exploitation, qu'ils la structurent, pour qu'elle puisse se faire sans eux. Donc tant qu'ils sont prisonniers de VTO, l'exploitation, ils peuvent pas faire l'exploration, exactement. VTO, c'est Et exactement ce que tu dis. accountability chart, qui était ce qu'on devait faire aujourd'hui à la base, je crois.
On pourra le montrer Mais après. pourquoi? Parce que La mes prochaine. interlocuteurs sont founders, sont généralement founders, enfin, ils sont présidents ou DG, et ils sont vraiment souvent dans la vision, le long terme, le marché. Donc, ils sont naturellement, de par leur position dans l'organisation, plus naturellement dans l'exploration que dans l'exploitation. Ouais, mais en Et France, on voit aussi pourtant, beaucoup de DAF qui finissent CEO plus que de directeur marketing d'ailleurs. grave, Et les et DAF, c'est complètement. plutôt des exploitants que Bah, des explorateurs. c'est exactement ça, Philippe. Et ce qui est intéressant, c'est que le corollaire de ça, c'est qu'ils sont en permanence attirés comme dans un trou noir par l'exploitation. Ils voudraient s'en extraire et en même temps, ça les ramène Ouais, il y en a comme ça. systématiquement là. Et je pense qu'il manque ce rôle d'intégrateur qu'il y a dans Vitio, en fait, dans Traction pour le coup, de cet interlocuteur intermédiaire qui est capable de balancer le truc. Et quand tu présentes, je sais pas si ça te le fait pour toi, mais moi, quand j'arrive avec Vitio, il y a une espèce de waouh. Attends 2 secondes. On peut avoir la tête qui va là et les pieds qui vont dans le même sens. Ça évite le tour de rein généralement quand tu as les pieds là et la tronche qui regarde par là. Non mais c'est le dos qui trinque. Mais et c'est marrant qu'on se retrouve tous les deux impliqués dans des missions avec des clients différents, des typologies différentes, mais qu'on tourne autour de cette notion. Enfin, pour moi, Vitio est central et cardinal là-dessus, quoi. Ouais. J'ai les mêmes problématiques d'une boîte de conseil gigantesque à un e-commerce, à une boîte qui fait de la finance en start-up, et une autre qui a déjà son produit market fit en e-commerce. C'est les mêmes problèmes à chaque fois. Parce que c'est les mêmes enjeux. Comment je fais faire des choses qui sont à la fois créatives, techniques, un petit peu potentiellement floues parfois, potentiellement très techniques d'autres fois, donc le marketing. Comment je fais faire ça à des gens qui ont des skill sets différents, qui sont dépendants les uns des autres, qui n'ont potentiellement pas tant que ça quelque chose à faire, que j'ai pas envie de très bien payer, donc il y a moitié d'alternants et de stagiaires. Quand je dis moitié, je suis Oui, gentil. oui, des salariés juniors. Je vois là Dans le meilleur des des cas. responsables market qui deviennent directeurs marketing et tu dis, oh là là, le carnage. Bah, qu'est-ce que tu vas faire, tes actions 2024? Une refonte de site? Voilà. Ok. Ça coûte Et cher une refonte de pourquoi? site. Bah, pourquoi une refonte de site? Parce que ça, je sais faire. Ou alors, Ouais. ça, j'ai envie de faire parce que justement, je suis responsable marketing. J'étais petite main dans le marketing. J'ai été passé responsable. Et comme je suis le dernier alternant qui a survécu, on m'a propulsé directeur Directeur marketing. marketing. Et le truc que je kiffe de faire, c'était la refonte de site parce que putain, quand j'étais petite main, ça me faisait chier de pas pouvoir faire le menu, le méga menu à ma façon. Et là, je vais mettre 40K pour aller faire quoi? Pour piloter une agence digitale qui m'a dit, bah, si tu fais du SEO et une refonte de site, tu vas atteindre tes objectifs. Et là, tu te dis, c'est quoi? En fait, m'a changé de planète, en fait, j'en veux plus, là. C'est insupportable nerveusement pour moi. Je souris parce que j'étais en consulting juste avant et c'était les mêmes choses et les mêmes chiffres. Putain, sérieux, gars. Bah oui, non, mais les agences te Et, tu vois, sans et se là, moquer parce que le client va regarder que ce soit pas mal perçu. Mais c'est pour dire que voilà, c'est des cas qu'on retrouve. Et tu as toutes sortes de situations, mais souvent, quand tu lances une boîte, donc là, c'est une création, tu fais les choses toi-même au début et t'es pas marketeur, mais t'es à fond, tu bosses bien, tu essayes, tu explores beaucoup et tu trouves des choses qui marchent. Et euh, c'est pas du jamais vu que le Wix qui avait été fait à la main par les fondateurs qui sont pas très marketing finalement apportait plus de chiffre d'affaires que la Rolls-Royce que leur a fait la super agence parisienne. gars, la semaine dernière, ça m'est arrivé. Donc j'arrive, Mais pardon. quand tu arrives dans cette position-là, tu fais quoi? Machine arrière et bon, on bossera Alors, trop et on merci. fera des Wix ou ça fait mal, mais what's next? Et on continue. Ça fait mal, mais on continue. C'est Mais ma si on question. continue, comment on continue? Alors, je suis en train de travailler sur de l'orga et du budget. Et là, je suis dans le cadre d'une mission où, après VTO, machin, le mode vient, je secoue dans tous les sens, c'est ah, mais en fait, tout ce qu'on est en train de ressortir maintenant, c'est ce qu'on a fait au début de la boîte. Ouais, ok. Je rajoute des interviews jobs to be done, d'accord. Collaborateurs, clients internes.
clients externes. Et au passage, c'est une erreur de le faire au début, ces trucs de mission, vision, valeur. À la limite, on s'en fout. Au début, ça sert à rien. Mais quand tu arrives Alors là, à 5, 6, oui, 7, oui, 8, non. 9 personnes, là, ça devient utile. Mais Alors tu là, je te réécris ton parle histoire a posteriori, en fait. Attends, je te parle de 20 personnes. Là, on est dans des boîtes qui sont là depuis une dizaine d'années, 20 personnes. Il y en a une autre, c'est une filiale d'une boîte internationale qui est là depuis 20 ans. Et en fait, quand tu commences, tu fais le VTO. Après, j'attaque sur les interviews de Jobs to be done. Nos enquêtes, vous m'avez parlé de vos valeurs. Très bien. Interview des collaborateurs. Salut. C'est quoi les 3 valeurs cardinales de ta boîte? Ok, ça c'en est une. Ça c'en est 2. Ça, tu sais pas en fait. D'accord, on va retravailler le point. Quelle est la valeur que tu crées pour les clients? D'accord, on va bosser là-dessus. Puis tu appelles les clients et tu dis, mais bonjour, je vais faire en gros, hein, un gros trait, mais pourquoi vous signez, pourquoi vous bossez avec cette boîte? Ah ben parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi les valeurs de cette boîte? Ah ben il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu reviens dans l'organisation et là, tu vas au comité de direction et tu dis, bah, vu de l'extérieur, voilà qui vous êtes, voilà ce que vous faites, mission, vision, valeur et tout. Et là, tu as des founders qui disent, ah mais c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans en fait. Ah mais c'est pour ça qu'on a créé la boîte. Ok, d'accord. Et pourquoi vous vous êtes perdu à ce point? Ah ben parce que il y a eu une opportunité business, parce qu'il y a un truc qu'on a fait, parce qu'un collaborateur nous a dit, parce qu'un client nous a demandé un quelque chose et puis on a fait ce quelque chose. Et cette notion de pas être intentionnel, j'en reviens à ça, c'est que on a créé une boîte autour de ça, on a créé des budgets. Justement, là, je parlais avec un client qui est pile au début de cette phase-là. Cool. Et là, on fait le VTO et on se dit, ouais, on a fait. Tu vois, il sait encore pourquoi il a fait la boîte, mais il est en train de chercher comment il va se disperser. Putain, c'est parce que sérieux, gars. Évidemment, tu cherches tes relais de croissance et tu dis, quand tu crées une boîte, tu l'as créée pour la mission de la boîte, mais tu l'as créée aussi parce que tu es entrepreneur et que tu as envie de créer quelque chose et d'utiliser de profiter d'une opportunité business que tu as vue, de l'exploiter, tu vois. Et en fait, toutes ces forces font que t'as un moment. Et donc là, c'était intéressant de voir qu'on est pile à ce que tu viens de décrire, mais avant que ça se produise, ou au moment où c'est en train de se produire. C'est un truc de fou. Et quand tu es dedans, je suis bien placé pour le savoir, tu te dis pas, attends, si tu te dis attention, je me disperse, ou tu te dis attention, on m'a dit que je me disperse. Mais tu te dis, j'ai un problème que je vais résoudre en allant dans plus de pays, j'ai un problème que je vais résoudre avec plus de canaux, j'ai un problème que je vais résoudre en me diversifiant, en faisant des trucs à forte marge, j'ai un problème que je vais résoudre en faisant d'autres produits parce que j'ai besoin d'augmenter ma LTV, ou j'ai besoin d'aller, ou ce marché est trop petit, tu sais jamais s'il est trop petit en fait. Rappel, Amazon a fait son premier milliard avec que des livres, et pas 1 million de pays, etc. etc. Mais quand tu continues comme ça pendant 10 ans, et à la fin, t'es plutôt loin de dire... Alors que, tu vois, au fait... Mais votre mission, votre vision et tout, souvent vous les choisissez en disant attends, on va faire un peu plus générique parce que si on veut faire ça, si on veut faire ça, si on veut faire ça, sinon ça rentre pas. Mais c'est l'inverse, la mission est là pour vous empêcher d'aller faire tous ces trucs. Avec le collectif de Winning by Design, quand on a dit, c'était très rigolo hein, sur les... J'ai fait, quand j'ai passé ma certification avec Revenu Architecte, j'étais avec le CEO founder d'une belle boîte française. Et à un moment donné, il y avait son DG, etc. Et on discute et on dit chez Winning by Design, OK, quand tu as un PMF, un Product Market Fit, tant que tu n'as pas fait 10 millions de dollars avec, tu passes pas à autre chose. Et on prenait, parce que le gars disait, OK, j'ai attaqué les PME, SMB, et j'ai une opportunité avec un grand compte. Donc ça y est, je me jette là-dessus et puis on va faire du grand compte. Et là, le revenu architecte lui dit, non, gars, tu es bon avec les PME si tu attaques des grands comptes. C'est un nouveau product market fit. C'est une nouvelle équipe sales, etc. Donc, tant que tu n'as pas fait 10 millions en SMB, va pas chercher à faire 10 millions en enterprise, etc., etc. Et il dit, ouais, mais quand même, j'ai une opportunité. Et là, la réponse, c'était Aurélien Tardieu qui dit, stay focus. Non, gars, je sais que c'est tentant, mais ne confonds pas une opportunité avec un grand compte. De créer toute ta boîte, une partie de ta boîte, parce que tu vas te décaler dans le temps. C'est quoi une opportunité aussi, quoi?
Et là, c'est juste, bon, j'ai un contact dans un grand groupe, mais on revient C'est pas une à opportunité. n'investissez pas sur les stars, investissez sur les process. Tu veux faire ça? OK. Travaille, retravaille tous tes process, l'onboarding, le marketing, le sales, tout ton parcours client, retravaille-le pour enterprise. C'est pas les mêmes cycles de vente, c'est pas la même strat market, tu vas peut-être faire de l'ABM, etc., etc. T'auras pas, et même techniquement, tu auras, pour des techniquement, éléments de valeur qui peuvent paraître faibles, tu auras des changements d'infrastructure c'est un vraiment autre lourds. produit. C'est un autre produit. Et en fait, c'est le constat, j'ai aussi ce constat-là. J'étais avec une discussion juste avant toi avec Bruno Friedlansky. Mais Bruno, il a une capacité, il teste 1 milliard d'outils. Il a tout le temps un nouvel outil à me présenter. Et je lui dis, c'est marrant, tu prends Zoom. J'avais pas téléchargé Zoom depuis longtemps. J'ai dû reprendre une version payante. Et Zoom te dit, donne-moi accès à ton calendrier, donne-moi accès à tes mails. Je dis, qu'est-ce que tu veux, Zoom? Je veux juste que tu enregistres mes visios. Qu'est-ce que c'est que cet outil qui commence à faire du tableau de bord, du machin, du bidule? Plus. Il n'y a pas. Et en fait, tu sais, je me dis, mais en paiement, tu vois, il y a Stripe, ça fait le check-out et ça fait le check-out et ça fait Alors le toi, check-out. t'as pas été voir la liste des produits de Stripe. Il y en a une pléthore aussi, mais j'ai l'impression que tu peux utiliser qu'un bloc. Enfin, j'aimerais bien aujourd'hui avoir des outils qui soient que des API. Voilà, ils ont été forts à ce jeu-là chez Stripe parce qu'ils sont un peu API first dans leur mentalité, justement. Et tu vois, et en attendant, si moi je veux juste le checkout, j'ai que le checkout, la partie gestion des fraudes ou autre, je le vois pas forcément apparaître. Ouais. Et Pour le coup, ils ont bien géré la simplicité mais parce que c'était le cœur de leur produit. c'est le cœur de leur culture, de leur mindset, je sais pas, de leur mission, j'en sais rien. Mais ok, donc aujourd'hui, si on résume, on est en train de faire des budgets. Suite à ces budgets-là, on fait de l'orga et on a des boîtes et on a du mal à driver exploration plus exploitation, parce que c'est pas l'un versus l'autre, sinon ça va être déformé, on va avoir la guerre. Non, c'est comment on arbitre entre les deux. Et ça dépend de votre environnement. Quand tu as un environnement qui est très prédictible, tu fais beaucoup d'exploitation. Quand tu as un environnement qui est très dynamique, tu fais beaucoup d'exploration. Ok, d'accord. Un petit Pareto là-dessus. Donc, ok, je suis dans une boîte qui a 20 ans, dans un environnement qui est plutôt prédictible encore pour quelques années. Allez, 80 d'exploitation, 20% d'exploration. Alors, tu sais Pour le dire vite. Attention, parce que Pareto, c'est pas... Justement, on allait parler de Pareto, mais... Pardon, t'as raison. Pareto, c'est pas 20 d'un côté, 80 de l'autre. C'est pas une répartition. Non, pardon. Oui, je l'ai fait. Le problème de Pareto, c'est que c'est 20-80, mais Pareto, ça pourrait être 10-80 ou 10-70, tu vois. Oui. Ce serait toujours la même chose. Donc, c'est pas deux chiffres qui doivent faire 100 à deux. Hein. Non, pardon. Je t'ai vu ta tête et j'ai capté. Je me suis dit, mais oui, il a raison. Mais pour le coup, j'allais parler de Pareto et des distributions Fat Tail. Taleb sort de ce corps. Non, truc rigolo. Alors, exemple que donne Taleb, justement. La différence entre une distribution normale, donc un environnement assez probabiliste, assez prédictible. Enfin, les deux sont probabilistes, mais il y en a un qui est prédictible parce que ses probabilités sont relativement stables, et l'autre qui est vraiment des outliers, comment tu dis, des aberrations, on pourrait dire. Donc les fameux fat tail, dont Pareto. Et l'exemple qu'il donne, c'est la taille des gens versus les revenus des gens. Quelle est la distribution des tailles chez les êtres humains dans une ville donnée? Ok. L'écart type, c'est 7 cm, la moyenne, c'est 175. Tu vois? Ok. Donc ça, c'est une distribution normale. Ça veut dire que 68% des hommes seront entre 175 moins 7 et 175 plus 7, c'est-à-dire 1m68, 1m82. Ok. Je te demande pas, bon, pour ma part, je suis dedans. Toi, tu dois pas être là. Bah, je suis à 1,70, donc je suis dedans. Bah voilà, t'es dedans, tu vois. Et pourtant, voilà, moi, je suis très moyen. Toi, t'es un peu moins. Il y a des gens, ils font un peu plus. Et ils sont quand même en dessous de 182. Bon, c'est un exemple en plus. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes chiffres, mais voilà. Donc, ça, c'est une distribution normale. Et tu vas jamais trouver quelqu'un qui fait, je sais pas, 3 mètres. Ouais. Et c'est pas si courant de trouver quelqu'un qui fait 2 mètres. Et 2 mètres, c'est seulement 3 déviations, 3 écarts types. Donc, correct. 175 plus 3 fois 7. Ça fait 196.
c'est déjà pas courant. Hein. Ouais. Donc 4 écarts types, c'est quasiment impossible. Ouais. Par contre, si tu parles des revenus, moyenne 50 000, écart type 30 000. Ok. Et là, par contre, tu peux y aller. Et t'es encore loin d'avoir. Et de toute façon, la distribution n'est même pas normale. Donc, quand tu fais du business, c'est pareil. Alors, si tu fais un business très prédictible, genre, je sais pas, le producteur d'électricité. Ouais. Producteur d'électricité. Ouais. Boulangerie, c'est entre les deux. Tu peux être entrepreneur en boulangerie. La plupart des gens ne le seront pas, mais tu peux l'être. Tu peux faire un truc, je sais pas, tu fais un croissant en forme, un petit peu olé olé. Oui, à Paris, en ce moment, ça bosse sur TikTok. Et... Ouais, il y a un mec qui fait des croissants à 20 balles ou je sais pas combien, mais tu sais qu'en inventé moyenne, une boulangerie en France, tu sais que ça fait Oui, 1 c'est la million moyenne. d'euros. Tu peux savoir qu'en moyenne, une boulange, ça fait 1 million d'euros. Tu te mets dans la boulange, tu vas bosser dur et tu vas gagner ta vie à hauteur de 1 million. Et je pense que la distribution est effectivement normale sur les boulangeries, mais n'empêche qu'il y a un peu de fat tail. Oui. Tu peux faire la boulangerie bizarre. Ouais. Tu peux faire une franchise qui te rapporte énormément, etc. Tout ça pour dire que dans l'entrepreneuriat, sky is the limit. Tu as des Philippe et des Elon, c'est pas la même. Et pourtant, c'est 2 entrepreneurs. Pas vraiment. Mais là, il est plus grand que toi. C'est pour ça. Je suis pas vraiment entrepreneur, pour être honnête. Mais et il est plus grand. De toute façon, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, quand tu es donc dans une distribution normale, comme si tu as une boulangerie et que tu veux pas faire quoi que ce soit de spécial, t'as pas de raison d'explorer beaucoup. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, tu t'exploites. T'exploites ta boulange, ta zone de chalandise. Après, si tu penses que tu as moyen d'inventer une nouvelle pâtisserie et que tu trouves un moyen d'en tirer des bénéfices, je sais pas, t'inventes le chronote et tu trouves un moyen de le breveter, là, tu peux explorer beaucoup plus. Et donc, ça va se refléter sur la façon dont tu utilises ton temps, la façon dont tu utilises ton argent, le temps de tes équipes, etc. Ok, exploiter ou explorer, telle est la question. Et aller créer un chronote pour ta boulangerie, ou une nouvelle recette, ou un truc un peu rigolo, et faire un peu de tester si tu peux pas gagner des followers sur TikTok, c'est un peu d'exploration. Mais c'est pas non plus la même chose que de créer OpenAI, où là, c'est peut-être 90% d'exploration. Ouais, c'est full exploration. Ok, bon, écoute, parce que si tu gagnes l'intelligence artificielle, les retours sont infinis, c'est des trillions. Oui, carrément. Oui, c'est le jeu du moment, c'est clairement ça. Si tu gagnes le boss sur des pâtisseries olé olé, c'est pas mal, mais tu peux pas le financer pareil, quoi. Tu peux pas investir pareil. Et donc les VC font ce travail. Tout l'économie type VC, Venture Capital, c'est ça, c'est beaucoup d'exploration, sans ticket, un succès. Et après, double down sur le succès, exploitation. Ouais. Bon, allez, je pars avec ça, tu sais quoi ? Je pars avec ça et on se retrouve bientôt. Ça aurait été bien de te voir, je fais coucou quand même. Je vais regarder exploitation, exploration et mixer ça utiliser ça pour regarder organisation et budget marketing, exploitation et exploration. Allez, puis on n'a pas fait la version parapente, mais vous pouvez deviner. Enfin, garde pour après. On fera aussi les accountability charts, on vous le promet, c'est-à-dire de l'organigramme, mais en mieux, pour structurer votre équipe, aligner tout le monde, et puis aussi gérer l'exploration, parce qu'il faut aussi un peu d'exploration dans l'organisation. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Si tu as du temps, on se prend un temps pour faire un accountability chart, parce que je pense que c'est... On va en faire un en live. Comme ça, on commentera sur... Ouais, on s'en fait un live. En quoi c'est différent d'un organigramme. Avec BTO, et c'est ça. En quoi c'est différent d'un organigramme ? Parce que quand tu l'appréhendes comme ça, il y a un espèce de waouh, mais j'ai un organigramme. Ok, d'accord.
mais c'est pas du tout la même chose. Merci beaucoup, Philippe, pas c'était mal la bien même cool. Mais il y a quelques différences clés qui font. Pas merci à Riverside qui nous a bien fait galérer aujourd'hui. Ouh et see you soon là où tu es. Si j'arrive à récupérer cet enregistrement qui est sur ton compte maintenant. Allez, vas-y, je t'envoie ça. Ciao, ciao, merci. Bye bye.